je ne comprends pas, parce que je vois beaucoup de gens comme vous venir faire des interviews et je ne comprends pas où ils vont, où ces choses-là sont diffusées et à qui c'est qui les voit. Voilà, en gros, c'est ça mon problème. Alors moi, je me suis retrouvé faire des films pour des jeunes. En fait, c'était ça mon but, d'avertir des enfants, des adolescents, des vicissitudes de la société, de la vie, etc. Et justement, parce que je voulais les avertir et les empêcher de devenir des veaux et d'être manipulés par des gouvernements quels qu'ils soient, j'ai traité des thèmes très importants, très différents, pour avertir les jeunes. Or, évidemment, la censure m'a interdit déjà aux mineurs de 18 ans. Donc, des années 59, qui fut l'année de mes premiers films, jusqu'aux années, disons, 75, tous mes films ont été interdits, quels qu'ils soient, que ce soit Les Vierges, qui était un film sur les jeunes filles, que ce soit Solo, qui était un film sur la Révolution. Alors, quand est arrivée l'abolition de la censure, j'ai demandé au ministère de l'époque, au ministère de la Culture, d'abolir, en même temps qu'ils abolissaient la censure, d'abolir mes interdictions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 80, aucun des films qui étaient interdits entre 59 et 80 ne sont plus interdits. Ils sont libres de droit, n'importe qui peut les voir, la télévision peut les diffuser à 20h30, etc. Et depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 30 ans, je n'ai plus été interdit. Par contre, j'ai été interdit économiquement, car les méchants connards qui dirigent malheureusement pas mal de trucs, ils se sont dit, ah bon, alors il n'y a plus de censure, alors ce con-là, il ne sera plus interdit aux 18 ans, il aura plus d'influence il va avoir de l'influence sur les jeunes. Par conséquent, il faut le tuer. Alors comment le tuer? En ne sortant pas ses films, tout simplement. C'est-à-dire en refusant des salles, en refusant de la pub. Et finalement, depuis les années 90-92, je mène une vie d'indépendant, tout à fait agréable. D'ailleurs, je ne m'en plains pas, je n'ai aucune amertume, car mes films coûtant de moins en moins cher, je gagne de plus en plus d'argent. C'était clair, quand un film coûte pas cher et qu'il a quand même une clientèle, il finit par gagner de l'argent. Donc voilà. Alors voilà l'histoire de la censure. Voyez-vous, Dufaux, j'ai beaucoup aimé les femmes. Oui, monsieur le directeur général. J'en ai aimé des dizaines, peut-être même des centaines. Oui, monsieur le directeur général. Mais voyez-vous, Dufaux, ce que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est mon parapluie. Monsieur le directeur général, théorie audacieuse. Jusqu'à ce jour, j'identifiais style, classe et cravate. Bien plus qu'à sa cravate, c'est à son parapluie qu'on distingue l'homme de qualité. Le film Snob que j'ai tourné en 61 a été interdit aux pays d'Afrique noire et de l'Est. Alors c'était quand même une interdiction. Il n'a pas été interdit en France, celui-là. Mais il a été interdit en Afrique noire et dans les pays de l'Est. Alors la raison invoquée par la censure était « donne une mauvaise image de la France ». Alors le problème, si vous voulez, c'est que l'étranger, c'est différent. L'étranger censure ses films à lui. C'est-à-dire, par exemple, on fait un film américain sur Kennedy ou je ne sais pas quoi, et qui ne plaît pas au gouvernement, et on le censure dans son pays d'origine. Et par exemple, si on prend, j'ai très bien connu Stanley Kubrick, qui m'a invité dans son château à plusieurs reprises, et il me parlait tout le temps de ce fameux film Les Sentiers de la Gloire. Ce film a été interdit en France, complètement. On parlait tout à l'heure d'interdiction. Alors lui, il a été complètement interdit. Pourquoi? Parce qu'il montrait le gouvernement français de l'époque envoyer des soldats sur le front, et quand ces soldats refusaient d'être de la chair à saucisse, on les fusillait. Et il a fallu attendre Jospin pour que Jospin rende hommage à tous ces soldats sacrifiés et fusillés pendant la guerre parce qu'ils ne voulaient pas tuer d'autres gens. Donc vous voyez, un personnage comme Kubrick, ben lui c'est le contre. Le film n'a pas été interdit dans son pays, mais a été interdit en France. Donc aujourd'hui, quand moi j'ai fait Snob, il a été interdit au pays d'Afrique noire et de l'Est, mais il n'a pas été interdit à Londres. Pourquoi? Parce que Londres considérait que les snobs que je présentais étaient français. Par conséquent, ça ne les touchait pas. Ils n'avaient pas l'impression d'être vexés parce que c'était des snobs français, pas des snobs anglais. Mais
Si j'avais représenté des snobs anglais, comme j'ai représenté en français, le film serait interdit en Angleterre. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous faites des films sur un pays quelconque, le Mexique ou je ne sais pas quoi, ou le Japon, ou la Chine ou l'Indochine, ces films peuvent passer dans le monde entier, mais ils sont interdits dans le pays qu'on a critiqué. Voilà. En gros, c'est ça. Bon. Programme de la journée. Matinée à libre disposition jusqu'à 11h et déjeuner à 13h à l'hôtel de ville avec monsieur le maire de Paris. Libre jusqu'à 11h. Bon, je vais aller me faire reluire chez Marie-Germaine de Castro. Salade grand luxe, scandinave, c'est tout dire. Vous riez, monsieur le président. Ouais, ça m'étonnerait. Le fumier, il me baisera pas ce matin. Ardard n'était pas très aimé, d'ailleurs, à tel point que lorsqu'il est mort, on ne lui a jamais rendu hommage. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut considérer. C'est qu'on n'a pas rendu hommage à un écrivain qui a vendu 6 milliards de disques de livres, enfin des trucs extraordinaires. Bon, mais on ne lui a pas rendu hommage. Alors, si vous voulez, on a rendu hommage à d'autres imbéciles, mais pas à lui. Lui, non. Alors, ça veut dire que m'associant avec Dard dans 2 films, puisque j'en ai fait 2 avec lui, donc il y a Terre dans la salle et un autre qui était encore plus virulent, qui s'appelait Le Mari de Léon. Il y a eu très peu de films tirés de ses œuvres. Et généralement, quand on tirait un film sur Sant'Antonio, le personnage, le film n'était pas bon parce qu'on édulcorait le vocabulaire de Dard, ce qui fait qu'il restait rien du tout. Quand on faisait des scénarios ensemble, quand je disais une phrase, il l'a complété ou le contraire, c'est-à-dire on était vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. C'est-à-dire on n'a jamais eu de conflit d'écriture, des choses comme ça. On était complémentaires et en même temps on s'aimait beaucoup. J'avais une grande amitié pour lui, lui avait une grande amitié pour moi. Bon, ça s'est bien passé, quoi. Il y a eu quand même c'est la même chose avec Raymond Queneau, Marcel Aimé, avec qui j'ai travaillé aussi. Je veux dire, ce sont des gens d'exception. Et ces auteurs-là, si vous voulez, c'était des grands auteurs qui n'ont pas été reconnus à leur époque. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui Boris Vian, c'est avec plaisir que Michel Gondry est en train de tourner, va tourner un film d'après Boris Vian, c'est très bien que ce soit lui qui le fasse. Mais en fait, l'écume des mers l'écume des jours que va tourner Gondry, et en fait a déjà été tourné. Seulement aujourd'hui, on le tourne avec des grandes stars, avec un gros budget, et avec Michel. Mais la première version du film a existé, elle a été une version tout à fait, disons, maladive. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'acteur, ça a été fait par un acteur d'ailleurs. Et c'est passé inaperçu du fait que déjà Boris Vian n'était pas... Il a fallu du temps pour l'imposer. Et allez, au moment où est sortie cette première écume des jours, ça a fait un flop terrible. Et aujourd'hui, on reprend ça pour en faire un nouveau film qui, je l'espère, éclatera grâce à Michel. Les grandes espérances. L'homme sans qualité. On peut traiter n'importe quel sujet, vous savez, personne en littérature on le fait, il n'y a aucune raison de limiter un jeune réalisateur à certains sujets. Ce qu'il y a de plus grave dans les jeunes réalisateurs d'aujourd'hui, car on n'arrive pas à retrouver une 3e vague. Il y a eu donc cette nouvelle vague, et cette nouvelle vague s'est éteinte. Alors elle s'est éteinte déjà dans la forme, et puis par la vie des gens qui ont disparu. Truffaut est mort, Chabrol vient de mourir. Mais déjà, Chabrol n'était plus dans la nouvelle vague. Il faisait des films comme Duvivier en faisait avant. Bon. Donc, alors aujourd'hui, le problème est qui remplacera ces gens, que ce soit les vieux, que les jeunes avaient balancé, mais qui c'est qui va remplacer les jeunes? Enfin, ceux qui étaient jeunes il y a 20 ans. Donc, qui c'est qui va les remplacer? Et comment peuvent-ils les remplacer dans un art qui est pourri déjà de films, puisqu'il y en a 600 par an en gros, et depuis Truffaut est mort en 85,
Donc ça fait 25 ans qu'il est mort, donc il y a eu 25 fois 600 films. Ça fait un nombre incalculable. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je fais des films complètement anachroniques, parce que si j'ai peur de tomber dans le défaut de mes camarades. Donc, je fais des films, et parce qu'ils sont anachroniques, comme les films que je présente dans la carte blanche ici, sont des films, le Requiem pour un champion que je présente ce soir, c'est un film que j'aurais pu faire moi, et qui n'aurait pas fait une thune. Il y a, mettons, 200 000 cinéphiles, il y en a 20 000 qui sont des vrais cinéphiles. Voilà la vérité, c'est-à-dire que, parce que ces cinéphiles sont influencés, alors quand ils sont à l'école, ils ont des professeurs qui eux-mêmes ont été influencés et qui vont leur montrer des choses qui leur ont plu à eux, ou même qui ne leur plaisent plus, mais qui leur ont plu à eux, ils vont les éduquer mal. C'est-à-dire, ils ne vont pas mélanger les gens, parce que quand un éducateur qui a été, si vous voulez, fan de Trenet, de Godard, de Truffaut, va représenter que des films de cette espèce-là. Donc il va laisser de côté tous les films anciens ou tous les films qui ne sont pas comme ça. Donc le jeune va se retrouver, si vous voulez, et il aura un certain snobisme cinéphilique, qui n'est pas le vrai cinéphile. Le vrai cinéphile, c'est un monsieur qui regarde des films sans a priori. Il regarde n'importe quel film et il juge par lui-même. Il dit celui-là il est bien, celui-là n'est pas bien. Mais il n'écoute pas des professeurs ou des critiques qui ont dit ça c'est bien, il faut aller le voir. What can I say? I understand Hitler. But I think he did some wrong things. Yes, absolutely. But I can see him sitting in his bunker in the end. But there will come a point at the end of this. Lars, si vous voulez, c'est un brave type au fond. Il est fou, mais c'est un provocateur. Moi, je suis un provocateur, mais il ne me viendrait pas l'idée de choquer des gens avec Hitler, parce que moi, je suis juif d'origine, donc je ne peux pas dire quoi que ce soit de favorable sur Hitler. Ce serait, d'abord, je ne le pense pas, déjà. C'est l'histoire du manque, j'allais dire, d'humour des gens, parce qu'il est évident qu'il n'aimait pas Hitler. C'est l'évidence. Donc, il s'est lâché, c'est comme quelqu'un qui dit quel dommage que Strauss-Kahn ne soit pas mort. Vous voyez, par exemple. J'en ai entendu des gens qui ont dit ça. Alors, on me dirait Strauss-Kahn, c'est pas Hitler, mais finalement, si vous voulez... C'est comme ça, maintenant, il y a des gens qui disent Chirac qui crève. Alors, je trouve ça dégueulasse. Donc, c'est aussi dégueulasse qu'il a... Sauf que Lars est un humoriste, enfin, j'allais dire un humoriste d'un certain genre. Mais c'est pas un type sérieux. Je veux dire, c'est pas un mec qui dirait Hitler était formidable, bravo, vous voyez ce que je veux dire. On sait qu'il y a chez lui une provocation qui fait que il a été trop loin, là. Alors, il était beaucoup trop loin. Mais est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce qu'il n'était pas sous? Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas assisté à ce truc-là, donc je ne sais pas. Parce qu'il boit comme un trou. Alors, par exemple, Fassbinder, moi, j'ai entendu dire des horreurs à Fassbinder. J'étais dans un gala avec lui, j'étais assis à côté de lui, il m'a raconté des histoires. Heureusement, elles n'étaient pas diffusées. Mais aussi, vous comprenez, ça veut dire que dans le privé, les gens disent n'importe quoi. Ils peuvent dire des choses comme celles que machin a dit. Mais lui, il l'a dit publiquement.